Bonjour Angelita, enchanté, venez me rejoindre. Alors, vous pouvez choisir bleu ou jaune. Il y a un consensus sur le jaune pour l'instant, mais vous pouvez faites ce que vous voulez. Gardons les distances et asseyez-vous, je vous en prie. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Ça marche. Alors, on me dit de me mettre sur le bleu. Oui, moi, j'ai pas le choix en fait. Comme ça fait tout bleu. Merci d'être là. Merci de nous avoir rejoints. Vous pouvez enlever le masque pour parler si vous voulez, pas de souci. Vous êtes la marraine de l'événement. Donc, vous êtes un peu on va vous entendre à plusieurs reprises aujourd'hui. Vous incarnez un petit peu cette notion qu'est la deep tech. Je dis notion parce que ça reste abstrait, mais on va essayer de le rendre concret pendant toute la journée. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent? La caméra est là. Il y a pas mal de public dans la pièce, des étudiants, des chercheurs, des jeunes chercheurs. Vous qui avez une vision, vous avez de l'expérience dans le domaine et une vision un petit peu large, à 360 même. Bien, tout d'abord, bonjour, et je voulais quand même avant tout remercier les organisateurs de ce Deep Tech Tour, en particulier BPI France, Pulsalis et l'INSA Lyon, et vous dire que je suis très honorée de ce rôle de marraine pour cette journée, et que je le prends à cœur parce que l'entrepreneuriat, en particulier en biotech, puisque moi c'est mon domaine, le domaine dans lequel je travaille depuis une vingtaine d'années, me passionne, et j'espère vous transmettre à la fois de l'expérience et puis un peu ce goût de l'entrepreneuriat. Donc, allons-y, vous disiez à l'instant, vous connaissez bien cette branche, on va dire, de la deep tech qui est la biotech, pour avoir été et même présidé, je crois, France Biotech, qui est un peu le... J'ai pas présidé, mais j'étais. À je vais vous l'origine. parler de ça effectivement. Moi, j'ai été un peu affectée par le virus de l'entrepreneuriat lorsque j'ai rejoint France Biotech en tant que première permanente. C'était un petit groupe d'entrepreneurs, d'une trentaine d'entrepreneurs. Et on m'a dit il faut développer l'association comme une entreprise. Alors je vous donne un conseil pour le micro, c'est comme il faut penser de Chavannes, c'est sur le menton et il bouge Très plus. bien. Voilà. On me fait signe en régie, c'est pour ça, on ne vous entend pas très bien à l'extérieur. Et du coup, moi j'ai commencé, j'ai pendant 8 ans travaillé à faire émerger cette industrie des biotechnologies sur le radar des pouvoirs publics, de l'industrie pharmaceutique, des investisseurs. Et on a beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat et sur le statut de jeune entreprise innovante. Donc, à la suite de cette expérience pour favoriser l'entrepreneuriat biotech, j'ai naturellement passé de l'autre côté et dans la création d'entreprises. Et ça fait à peu près 12 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et j'ai eu très récemment, c'était au mois de mai, le plaisir de rejoindre la société Signia Therapeutics, qui est une spin-off du laboratoire Virpat, donc de l'université Claude Bernard 1 à Lyon, en tant que présidente. Alors c'est quoi une spin-off déjà? Alors, donc une spin-off. C'est mon regard de jargon qui vient de sonner. Donc une spin-off, c'est une société qui se crée à partir de brevets et d'inventions qui naissent dans le milieu académique et qui sont ensuite portés vers le marché par une entreprise. Donc, je vais revenir 2 secondes sur la notion d'entrepreneuriat. Moi, j'ai une définition que j'aime beaucoup, qui est du professeur Stevenson à Harvard, qui est que l'entrepreneuriat, c'est la poursuite d'opportunités au-delà des ressources contrôlées. Et pour moi, ça dit beaucoup parce qu'il y a d'abord le mot poursuite. Dans le cas des biotech, c'est plutôt une course-poursuite d'ailleurs, parce qu'il y a un sentiment d'urgence, il faut sans arrêt aller vite, il faut pas. La fenêtre d'opportunité est étroite, la concurrence est importante, donc il y a cette notion d'urgence et de nécessité d'aller vite. Il y a aussi la nécessité d'avoir une vision de ce besoin, de cette opportunité, de ce qu'on peut apporter comme solution et surtout du chemin pour parvenir à développer cette solution. Donc ça, c'est très important. Et au-delà des ressources contrôlées, évidemment, on est dans le domaine des biotechnologies, dans des domaines extrêmement consommateurs de capitaux. Donc, le travail principal consiste à aller chercher des ressources. Donc, c'est des capitaux, mais c'est aussi des expertises. Et là, c'est un point que sur lequel je voudrais attirer votre attention, parce que on pousse beaucoup tous les jeunes chercheurs à créer des entreprises. Je trouve ça très bien. Mais je pense qu'il faut
combiner le dynamisme et l'enthousiasme, la capacité de travail aussi qu'on a quand on a 25, 30, 40 ans, et l'expérience de personnes qui ont sauté tous ces obstacles qui vont se dresser sur votre chemin. Et donc moi, si vous avez des projets de création d'entreprise, je vous conseille d'aller voir toutes les instances qui peuvent vous aider, d'aller voir des personnes qui connaissent le domaine, de déployer vos antennes et de vous appuyer sur toutes les ressources que vous pourrez trouver pour avancer, et de rester aussi humble parce qu'on ne sait pas tout. Moi, mon motto, c'est « je sais seulement que je ne sais rien et que j'apprends tous les jours ». Donc voilà. Rester humble et ne pas manquer de prudence, paradoxalement. Absolument, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois ambitieux mais prudent aussi, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur du risque, c'est quelque chose qu'il faut embrasser en prenant toutes les précautions pour le limiter. Ça fait partie du travail. Donc c'est voilà. Mais ce que je trouve de passionnant, c'est cette complexité. Donc il y a des dimensions qui sont la vision du chercheur est radicalement différente de la vision de l'entrepreneur. Donc il y a des dimensions supplémentaires qu'on doit intégrer dans le développement d'un produit quand on est dans une entreprise, qui sont très intéressantes parce que c'est ce qui est amusant, c'est la complexité. Si c'était simple, ça serait pas amusant. Donc voilà. Et d'autant plus qu'il n'y a pas qu'une façon de faire. On peut se lancer, on peut rester au laboratoire aussi en tant que conseil scientifique. Oui, il y a des exemples qui seront... Tout à fait. Je crois que ce n'est pas dans tous les caractères de se lancer dans la création. Il faut vraiment faire aussi un travail d'analyse de ses propres motivations. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. etc. Tout ça dépend de la personnalité et du goût de chacun. Il ne faut pas sous-estimer enfin, moi, je suis dans le domaine des biotechnologies et on est des sociétés, notamment en santé, chargées de développer des produits de santé innovants avec les mêmes contraintes de sécurité et de qualité que les laboratoires pharmaceutiques qui ont des moyens considérables. D'où l'humilité nécessaire. Avec des moyens ridicules, d'où l'humilité nécessaire, la créativité, et puis oui, il faut savoir s'adapter, rebondir, etc., etc. Donc, travailler beaucoup, donc il faut savoir ça aussi. Et puis, surtout, il faut beaucoup d'ouverture aussi, parce qu'on apprend d'horizons très divers. Voilà. En 2 minutes, on a peu parlé de signat thérapeutique jusqu'à présent, mais vous l'avez dit, dans la biotech, vous développez d'anciennes molécules dans de nouvelles indications. Est-ce que j'ai bon? En fait, Signat Therapeutics est basé sur les travaux donc du docteur Manuel Rosa Calatrava, Olivier Terrier, que vous entendrez tout à l'heure. Que vous entendrez tout à l'heure. Et en fait, la société exploite une plateforme d'identification de nouveaux médicaments sur la base d'une approche transcriptomique original. Alors, en quoi ça consiste? Parce que transcriptomique, je ne suis pas sûr que... Non, en gros, ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde comment les gènes s'expriment dans la cellule et comment cette expression est perturbée quand, par exemple, un virus infecte la cellule. Il bouleverse complètement le profil d'expression de ces gènes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ça dans la cellule très représentatives de maladies respiratoires qui sont des épithéliums reconstitués. On regarde par ailleurs ce que font des molécules, nouvelles ou pas, ça dépend, tout type de molécules. Et on va chercher, donc ça nous donne ce qu'on appelle des profils transcriptomiques, des signatures ou une empreinte, on peut appeler un peu comme on veut. En gros, un profil global d'expression des gènes. Comme le négatif d'une photo, vous me disiez. Ouais. Voilà. Ouais. Et ce qu'on cherche, ce sont les composés qui négativent l'empreinte du virus. Donc c'est un peu comme le négatif d'une photo. Et donc ces données-là, ensuite, elles sont analysées via des outils d'intelligence artificielle, des algorithmes et des calculs mathématiques dans une base de données sur laquelle on travaille pour augmenter le taux de prédictivité. Et donc on identifie ce qu'on appelle un candidat médicament, un HIT, et ensuite on va le tester au laboratoire. Donc là, ça redevient de la biologie en préclinique pour voir si on peut l'amener jusqu'à un médicament testé chez l'homme. Alors, comment est-ce que ça change? En quoi est-ce que c'est nouveau? Il y a deux aspects.
D'une part, ce qu'on fait à Signia, et ça c'était la force du travail des fondateurs scientifiques, et nous on va essayer d'industrialiser ces concepts, c'est que on change la manière dont la recherche biopharmaceutique est faite. Aujourd'hui, le paradigme traditionnel dans la recherche pharmaceutique, c'est qu'on cherche une molécule qui va attaquer ou taper sur une cible. Nous, on s'intéresse globalement à les cellules, donc on va chercher une molécule qui va agir sur plusieurs cibles dans la cellule. C'est connu aujourd'hui, on sait qu'un médicament, une molécule, va agir sur 6 à 13 cibles dans la cellule, et on le sait puisque vous savez tous que les médicaments ont des effets secondaires, ça veut dire qu'ils n'agissent pas seulement sur un site de la cellule, mais sur plusieurs. Donc ça, c'est une nouvelle manière d'aborder le développement biopharmaceutique, c'est une approche dite de polypharmacologie. Le deuxième caractère innovant, et puisque c'était la question, comment est-ce qu'on va changer le monde, donc on va déjà essayer de renouveler la manière dont se fait la recherche biopharmaceutique. Et le deuxième aspect, c'est que c'est une approche qui est très pertinente dans le domaine des infectieux. En fait, le laboratoire VIRPAT, ce sont des spécialistes des virus et des infections virales respiratoires. Vous savez tous que comme c'est important en ce moment de trouver des parades contre les infections virales respiratoires. Et cette approche, elle est intéressante parce que comme on s'intéresse à la cellule et pas au virus, on développe une approche qui va nous permettre de, en quelque sorte, cuirasser la cellule et non pas attaquer le virus. Parce que le virus, vous l'attaquez, vous lui coupez une de ses armes et il mute, et donc ça recommence. Et donc vous êtes obligé de redévelopper un nouvel antiviral. Tous les antiviraux classiques, aujourd'hui, sont développés sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on va attaquer le virus. Le Tamiflu, le Remdesivir, etc. Nous, on va essayer... Vous tentez une autre approche avec une molécule qui ne servait pas du tout à ça, d'ailleurs, le diltiazem, un antihypertenseur. Voilà, donc c'est ce que fait la première molécule qu'on a identifiée grâce à cette plateforme qui s'appelle Signatura. C'est un antihypertenseur, c'est une molécule connue qui s'appelle le diltiazem. Et en fait, grâce à cette approche, on a identifié une nouvelle application antivirale à large spectre pour cette molécule. Et on est en train de travailler là-dessus pour la tester en clinique. On est en train de préparer, on espère avoir les autorisations pour lancer ça en début d'année prochaine, un essai clinique avec les Hospices civils de Lyon dans le traitement de la Covid-19. Donc essai clinique chez l'homme, donc je traduis aussi oui, pour les... absolument, pardon, parce qu'il y a effectivement, il n'y a pas que les spectateurs. Vous avez la chance d'avoir les Hospices civils de Lyon, effectivement, oui. Donc à la fois des laboratoires et des patients et des services cliniques à disposition pour... Tout à fait. On va tester donc c'est un essai qui sera promu par les Hospices civils de Lyon et qui va se déployer dans une vingtaine d'hôpitaux en France, on espère début 2022, une fois qu'on aura eu toutes les autorisations des agences, des comités d'éthique, etc., etc. On sait qu'on va vous le constaterez pendant la journée, le réglementaire a une position très importante dans la biotech. On parle évidemment de médicaments, d'hommes, de maladies, de sécurité. Donc voilà, on ne peut pas avancer aussi vite que dans le digital, par exemple. Il y aura d'autres exemples aujourd'hui. Merci beaucoup, Angelita. Merci à vous. Je vous invite à rejoindre et à écouter le reste des débats.